Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Fin de session parlementaire aujourd'hui à Québec. Tous les partis là, qui sont présents à l'Assemblée nationale ont fait leur bilan de fin de session, comme la tradition le veut. Tous les Mario. partis ont un bon bilan, c'est pour ça que ça va bien au Québec. Ben oui, Tout le monde a fait du bon travail. Tout le monde a fait du bon travail. Tout le monde s'est tapé dans le dos. Mais c'est vrai, il y avait des bons coups, des moins bons coups à souligner quand même dans une session parlementaire. Mais avant de rentrer dans ce bilan pour les autres partis, ben, le gouvernement avait quelque chose à annoncer comme ça, juste avant de conclure la session parlementaire. François Legault qui annonce un comité d'autonomie du Québec qui va être créé et qui va devoir réfléchir à toutes sortes de questions, entre autres, savoir comment accroître l'autonomie du Québec dans l'ensemble du Canada. Là. C'est-à-dire Et la deuxième moitié de ta phrase est importante parce que la question lui a été posée. Là, est-ce que ça pourrait, votre comité sur l'autonomie, aller jusqu'à dire, ben là, ça prendrait un référendum sur l'indépendance? Je dis non. Ce qu'on veut, c'est à l'intérieur du cadre du Canada, qu'est-ce que le Québec peut aller chercher comme autonomie, comme pouvoir, ou encore comme arrêt des ingérences du fédéral qui s'est mis les pieds dans nos pouvoirs, mais c'est vraiment la deuxième partie de ta phrase, là, François Legault a été béton, c'est à l'intérieur du Canada. Oui, exactement. Là. C'est vraiment les deux critères principaux, là, d'ailleurs. Là. Aller chercher des droits accrus, entre autres, en immigration. On le sait, c'est un des chevaux de bataille du gouvernement Legault depuis un bon moment, mais également être capable de stopper les ingérences du Canada dans tous les champs de compétences. Parce qu'on l'a vu dans la dernière année particulièrement, Mario, c'est des programmes qui ont été créés qui empiètent dans les compétences, pas juste du Québec, mais des autres provinces en général. Puis c'est d'ailleurs là, ce que François Legault dénonçait en disant que le Canada agit trop souvent comme si c'était un régime unitaire centralisé et non une fédération. J'ai trouvé ça bon qu'il fasse ce rappel-là, parce que ce qui a rappelé juste la phrase d'avant, Jean, il a dit si on avait proposé en 1867, là, à la fondation du pays, si on avait proposé au Bas-Canada, là, au Québec, là, tu sais, un régime unitaire, en disant, regarde, vous vous joignez, là, mais c'est pas une fédération, là, on va tout être ensemble, ça va être un pays centralisé. Ouais, un gros pays, seul. Ben, les Papineau et autres au Québec, là, les Georges-Étienne Cartier, ils auraient tous dit non. Ils auraient tous dit non. Va relire les textes constitutifs à ce moment-là. Ils se sont joints en disant, c'est une fédération. On crée une fédération, c'était 4 provinces, c'était pas 10 au départ, c'était 4. Fait que nous, au Québec, c'est de même qu'ils ont vendu ça aux Québécois, là. Nous, au Québec, on va garder nos pouvoirs. Ben, je dis aux Québécois, à l'époque, c'était aux Canadiens français là, du Québec. Mais tu comprends, c'était vraiment, vraiment, vraiment ça, là. Et donc, il n'y avait pas de... C'est vraiment l'évolution. Puis François Legault le rappelait, il y a encore plus l'évolution des 50 dernières années, là, depuis la volonté des grands programmes sociaux généreux, puis de Pierre Elliott Trudeau, puis que là, le fédéraliste, de toute façon, s'est mis à se centraliser, empiéter d'un pouvoir des provinces. C'est une réalité là, du dernier demi-siècle et c'est une tendance à la centralisation qui est venue changer complètement l'esprit de la fédération. Donc, j'ai trouvé ça utile que, comme premier ministre du Québec, François Legault le rappelle aujourd'hui. Oui, puis c'est pas le seul rappel historique qu'il a fait non plus. Hein. Il a paraphrasé quelqu'un qui avait cet argumentaire-là à cœur, là, de faire une autonomie plus grande à l'intérieur du Canada, Robert Bourassa, donc qui a du Parti libéral, donc là, paraphrasé aujourd'hui, là, en terminant son discours qu'il a fait, et c'est Sébastien Proulx, ancien ministre de l'Éducation du Parti libéral du Québec, justement, qui va être le président, qui sera coprésidé également là, par Guillaume Rousseau, hein, un ancien candidat du Parti québécois, un avocat constitutionnaliste, donc les deux, là, ça va être à qui on a parlé à l'émission souvent comme constitutionnaliste sur les questions de laïcité, là. Il était un peu devenu le constitutionnaliste de la laïcité, le très fort supporter de la loi sur la laïcité, du concept de laïcité. Donc, ils sont juste 6, hein, c'est un relativement petit comité. Martine Tremblay, l'ancienne directrice de cabinet de René Lévesque, de Pierre-Marc Johnson, qui est là-dessus. Il y a d'autres constitutionnalistes. Il y a Luc Godbout. Ils ont quand même mis quelqu'un du côté fiscalité. J'ai l'impression pour tout ce qui est le pouvoir fédéral de dépenser, les ingérences financières du fédéral. C'est tous des noms qu'on connaît bien, qu'on a reçus souvent à l'émission d'ailleurs. Donc ça va être intéressant de voir comment ces gens-là vont évoluer là, à l'intérieur de cette nouvelle commission. Il y a le timing aussi, Mario, qui est quand même un facteur à considérer dans tout ça. Parce que c'est à 3 jours seulement d'une rencontre qu'on dit là suprêmement importante entre François Legault et Justin Trudeau, leur deuxième de suite, parce que dans la précédente, il s'était dit là, la prochaine, on va annoncer des trucs, là, on va s'en reparler. Ouais, c'est lundi que ça se passe. Ouais. Et je conclue, on va revenir sur les bilans de fin de session des partis d'opposition après, mais je conclue en disant que pour la CAQ, il y a quand même une espèce de récupération là,
de prise de possession de la scène des 48 dernières heures de la session. Oui. Hier, le gros projet de loi sur l'énergie de Pierre Fitzgibbon. Aujourd'hui, l'annonce surprise quand même. Il a sorti ça de son chapeau. Là, probablement que le gouvernement l'a préparé depuis plusieurs semaines, mais ça n'avait pas été dit, ça n'avait pas coulé à nulle part. C'est apparu un matin, comité sur l'autonomie. Donc, c'est comme si la CAQ finit un peu la session en force, même si ça n'a pas été toujours facile, la session, mais les 2 derniers jours, là, ils ont comme volé la scène. Ouais, puis c'est peut-être ça le bilan qu'on peut faire de la CAQ aussi, peut-être plus que les 2 derniers jours. 2 dernières semaines, globalement, c'était des bonnes semaines pour le gouvernement Legault. Meilleure que celle du budget à 11 milliards, puis meilleure que les premières de la session où ils se faisaient accuser de charger 100$ pour inviter des parents d'enfants morts dans des accidents, des cocktails. Là, ils ont eu des ça avait commencé comme ça l'année. Ça a commencé comme ça. Oui, Iglis a été. Donc, dans les bilans, le Parti québécois... je dois baisser les attentes dans le sens qu'ils ont dit on a fait un bon travail, mais ils ont surtout insisté sur à quel point ils ont peu de moyens, pas beaucoup de questions, parce que bon, c'est des choses qui ont été négociées au début du mandat. Le PQ était sorti frustré, mais on a l'impression qu'ils sont rendus premiers dans les sondages qui parlent plus de ça. Mais j'ai trouvé aujourd'hui Paul Saint-Pierre Plamondon a comme tenu à rappeler là, que ce qu'ils ont fait durant la session, ce qu'ils ont porté comme dossier, c'était quand même gros compte tenu de leur peu de moyens, les moyens financiers. Là. Il a même comparé le nombre de questions, les temps de parole qu'ils ont eu par rapport au PQ, par rapport à Québec solidaire et aux libéraux. C'est pas faux. Dans l'ensemble, c'est pas faux. Non, mais c'est juste que c'est ce que j'appelle baisser les attentes. J'ai senti que il essaie de tempérer les choses, baisser les attentes. Québec solidaire, par exemple, on baissait pas les attentes. On s'est vanté d'avoir influencé les lois. Mais là-dessus, c'est vrai, Mario. Il faut dire que sur plusieurs projets de loi... Leur bilan était réel, c'est pas de l'invention. Non, voilà, sur le plan de l'habitation, là, après que France-Hélène Duranceau, la ministre de la Chose, ait pendant là, des mois et des mois là, refusé là, les concessions que Québec solidaire voulait amener, a été obligée de finir par marcher sur la peinture puis accepter là, tout ce que Québec solidaire ou presque là, proposait dans ce dossier-là. Donc, ils ont contribué à la manière dont les oppositions officielles dans une démocratie parlementaire constitutionnelle fonctionne. Forcer le gouvernement à faire des choses et ils ont pris le crédit. Il y avait plusieurs choses. Il y avait une longue liste de choses. Il y en avait une grosse. Oui. Ils disent qu'ils ont obtenu que grâce à eux, dorénavant, le mois de mai est le mois du vélo. OK. Ça, c'est important. Au Québec. On a le mois du vélo le mois de mai. Au Québec ou à Montréal? Je sais pas. Je m'en fous. Bon. Puis pour les libéraux? Les libéraux, les finances publiques. Les finances publiques, là, on voit vraiment l'espèce de tendance là, pour le Parti libéral de vouloir se repositionner comme le parti de l'économie, là, essayer de voler ce titre-là à la coalition Avenir Québec. Là, qui le voler ou le reprendre, parce que pendant des décennies, c'était les libéraux qui étaient le parti de l'économie. Voilà. Ce qui est de l'image pure. Là. Tu sais que le Parti libéral a été le parti de l'économie, exemple, était reconnu là, dans les sondages. Tu allais demander les gens, pendant les années Charest, alors que, écoute, on manque de mots pour décrire le désastre. Là. Non, mais à la fin, le Québec était la province. Il y a un moment, là, en 2012, que Jean Charest est parti, où le Québec est passé derrière l'île du Prince-Édouard, la province la plus pauvre au Canada. Dernier. Donc là, on a recommencé à remonter. Les années Couillard ont été un peu meilleures, mais je veux dire, les années... Tu sais, toute l'histoire là, de Hydro-Québec, les blocs d'énergie... Mais je me rendais compte que pendant des années, des fois, là, il y a des années complètes, qu'il n'y avait pas un projet économique au Québec. C'est-à-dire que le BAP se faisait pas demander d'études sur rien, puis Hydro-Québec se faisait pas demander un bloc d'électricité sur rien, parce qu'il n'y avait pas un projet d'usine. Il n'y avait pas un projet... Personne, il n'y a pas un projet d'investissement au Québec. Ah, ça a été des années noires. Puis les gens continuaient. Tu sais, c'est tellement fort une perception, là. Ouais, des fois, quand il n'y a personne d'autre non plus pour venir prendre ce titre-là. Les gens répétaient ça. Le Parti libéral, c'est le parti de l'économie, c'est le parti de l'économie. Puis on a fini. Ouais, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, pour les libéraux, c'est sûr on veut reprendre ce titre. On veut reprendre ça, puis surtout, c'est la fin de session parlementaire, peut-être. Il va y avoir l'espèce de vide médiatique, si on veut, pendant l'été, mais... Les libéraux ont une course à la chefferie. Est-ce qu'ils vont pouvoir investir l'espace puis avoir des annonces puis des candidatures? On le souhaite. Là. Là, il y en aura peut-être une le 21 juin. Monsieur Coderre nous a fait réserver le 21 juin à nos agendas. Là. J'ai hâte en tout cas, j'ai hâte de voir lorsqu'il annoncera sa candidature, s'il le fait, dans quelle manière il annonce ça aussi. Y a-tu 21 juin? Oui. Je pense que je vais être à la pêche. Ça peut-tu? Ça veut dire qu'il faut que je me traîne un radio à batterie dans le bois. C'est juste avant aussi la Saint-Jean. L'annonce de... Juste avant Saint-Jean. Peut-être une annonce de Saint-Jean-Baptiste. Ouais, je sais bien. À voir.
Actualité. Sinon, on continue de suivre, bien évidemment, ce qui se passe du côté de l'université McGill, alors qu'hier soir, là, on a eu du grabuge pas mal. Là, le campement qui avait été jusqu'ici pacifique, qui n'avait pas été démantelé par la police, mais finalement, une partie des manifestants qui ont investi des locaux de l'université McGill, ça a forcé des affrontements avec la police anti-émeute, il y a du monde boivré, ça a dénoncé de tous les côtés. Mais là, le ton comme monté d'un cran aujourd'hui. Là. On parlait un peu plus tôt à l'émission avec notre collègue Yves Poirier, journaliste pour TVA Nouvelles, qui c'est non seulement lui, là, il est arrivé sur le campement McGill aujourd'hui, vous allez parler à du monde, puis encore une fois, c'est fait pas me mettre à la porte, mais refuser tout bonnement l'autorisation d'entrée. Là. Mais on lui a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Oui, il ne peut pas rentrer Non, mais sur un terrain public. c'est ça, c'est parce que c'est qui donne des autorisations? En fait, ça a l'air que comme ils sont sur un territoire non cédé par les Autochtones, il y a une représentante de la communauté Mohawk de la Rive-Sud de Montréal qui a donné l'autorisation aux manifestants pour aller occuper ce terrain-là, mais pas à Yves Poirier. Faudrait qu'elle la voir. OK. Puis elle donne un par un, mais les gens, elle fait-tu des enquêtes? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire des discriminations? La Charte des droits et libertés s'applique. Est-ce qu'elle discrimine en vertu de quoi les gens, en vertu de leur opinion politique? Comment... Je me demande pourquoi cette personne-là est en charge du terrain McGill. C'est-tu l'île de Montréal au complet? Est-ce qu'elle a l'autorisation parce que c'est tout? T'as raison. Fait qu'elle devrait pas être à l'entrée du chose de McGill. Elle devrait être au pont. C'est vrai? Pas laisser rentrer les gens sur un territoire non cédé. Il y a plusieurs ponts en plus, ça devient compliqué tout ça. Bon. Non, c'est une grosse... tout ça devient une grosse farce. Dans le cas d'hier, ce que j'ai trouvé un peu malheureux et ridicule, c'est que les policiers, depuis des semaines, nous martèlent que le but de tout ça, là, c'est d'éviter l'affrontement. Puis là, hier, tu regardes ça, tu te dis, OK, mais les étudiants, eux autres, ils voulaient l'affrontement. C'est tout ce qu'ils voulaient. Fait que la police veut éviter l'affrontement, mais les étudiants, eux autres, un des kicks de ça, c'est de dire, regarde, nous autres, on veut se pogner avec la police, on veut se battre avec les policiers, on veut pouvoir le faire comme les autres à la TV, là, tu sais, jouer à victime, puis se tenir la tête, les policiers m'ont frappé, puis crier la violence policière, puis c'est le petit film auquel ils voulaient participer, visiblement. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, hein, toute la journée, là, la brutalité policière, ça n'a pas de bon sens, ils nous ont poivrés. Vous êtes allés saccager des locaux. Là. Ils sont rentrés dans un bâtiment, puis ils brisaient à l'intérieur, puis ils pensaient qu'on allait les laisser faire. Là. C'est pas sérieux. Puis là, ça se multiplie, les incidents, puis il y en a un qui fait le tour, là, vraiment, là, du web en ce moment. Une vidéo qui est en train de devenir virale. C'est une diplômée de l'université McGill qui est à la collation des grades. Ça date de quelques jours déjà. Ouais, puis qui se rend maintenant, là, qui devient de plus en plus là, vu sur les réseaux sociaux, parce que ça se passe au Centre Bell, exceptionnellement, cette année, la collation des grades. Puis on peut voir l'image, là, puis... C'est encore des informations qui sont à confirmer, mais selon ce qu'on voit sur la vidéo, l'étudiante en question monte là, pour venir recevoir son diplôme, puis là, mime le geste comme de cracher sur le recteur de l'université, puis sur un professeur qui est sur place. On sait pas, est-ce qu'il y a eu crachat ou pas, ou c'est juste comme un geste, là, une espèce de mouvement de la tête. C'est pas clair pour l'instant, mais mime dans tous les cas de cracher au minimum vers le recteur de l'université, dévoile une pancarte où il est écrit désinvestissez-vous de la mort, voilà. Et donc, poursuit, on se comprend que c'est en lien, bien évidemment, avec le conflit israélo-palestinien. J'espère que le recteur avait dit dans son discours avant, nous sommes fiers de nos gradués. Oui. Ça deviendrait un peu ironique, peut-être. Parce qu'elle a passé, je veux dire, elle fait des bêtises de même, là, mais l'université McGill, il décerne un diplôme, elle a passé tous les examens. Il y a quand même c'est quand même absolument ahurissant de voir des images comme ça. Là. On se comprend. Là. Ça faisait dur. Oui, ça faisait dur. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Mais ce n'est pas le seul dossier universitaire qui fait dur, Mario, qui était rapporté aujourd'hui. C'est vraiment un dossier fascinant qui est publié dans les pages de la presse qui rapporte l'exclusion, au final, de 3 étudiantes qui sont suspendues à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, mais après une situation qu'on appelle de mobbing, qui est un terme qui est peut-être nouveau là, pour toutes sortes de personnes aujourd'hui qui le découvrent. Ça vient de mob, la foule. Ouais, puis quand on dit mob, là, une mob, c'est plus que juste une foule, c'est comme les gens avec les fourches puis les torches. Enragée, là. Une foule enragée, du mobbing. Donc, un phénomène par lequel on va tout faire pour exclure quelqu'un d'une organisation, d'une entité, d'un groupe. En le rendant aux yeux de la foule, quelqu'un qui devrait être lapidé. Ouais, là, vraiment, de mettre une pression intense en diabolisant quelqu'un aux yeux du reste des gens autour. C'est un dossier qui a commencé à la rentrée universitaire de 2021. Et à ce moment-là, il y a la page
absolument problématique qui circule sur le web. La page dit son nom. Moi, ça fait suite, bien sûr, au mouvement MeToo. Mais dans ce cas-ci, au lieu d'être positif pour le mouvement, là, je pense qu'on peut le dire maintenant de manière rétroactive, c'est une page, 1500 quelques noms qui sont mis là. On sait pas par qui, on sait pas pourquoi. On fait juste mettre des noms en disant « Ces gens-là sont des agresseurs sexuels. » Point. Puis il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vérification, il n'y a rien. Bref, ce qui est complètement à l'antithèse de notre système de justice. La page a été poursuivie et repoursuivie encore, d'ailleurs, là, en diffamation, avec raison. Et là, ben, à ce moment-là, sur cette liste-là, il y a 3 femmes de la cohorte de théâtre qui découvrent qu'il y a le nom d'un de leurs collègues de classe qui est là-dedans. Et là, sans faire de vérification, sans vérifier avec la victime alléguée, sans faire de vérification avec l'homme en question, décide d'envoyer un courriel à tous les autres hommes de la classe, à toute la cohorte, en disant « Ce gars-là, on n'est pas à l'aise, notre sécurité émotive de groupe est atteinte et on demande qu'il s'en aille immédiatement. On demande que vous arrêtiez de collaborer avec lui. » C'est parce que dans une cohorte de théâtre, c'est difficile de ne pas collaborer avec les gens qui sont là pour faire du théâtre avec toi, puis comme dans tous les cas. Non, puis je veux dire, t'es pas la cour, t'es pas la justice, tu peux pas dire, toi, que t'exclus des gens. Oui, puis je veux dire, sur la base, surtout, d'une rumeur moins que fiable, d'une merde qui circule. Ouais, c'est encore plus bas qu'une rumeur. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un, quelque part, d'anonyme, a mis un nom sur un bulletin, sur un babillard sur une liste de 1500 noms. Puis c'est fini. On devrait t'exclure pour ça. Fait que ça peut être son voisin qui a une chicane de clôture avec lui qui a mis son nom. Ça pourrait, ou tout comme il pourrait véritablement avoir commis des actes répréhensibles, mais il n'y a pas moyen de le savoir. Dans ce temps-là, tu peux pas juste exclure quelqu'un sur cette base-là, bien évidemment. Et c'est là que s'est mis en place le Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement psychologique, qui existe déjà dans le cadre de l'UQAM, qui, eux, là, se sont mis à mettre quelque chose comme 200 heures de temps pour essayer de rectifier la situation. Ils ont rencontré la cohorte, ils ont essayé de trouver une solution. Ils ont rencontré ces gens-là. Ensuite, en essayant d'avoir une espèce de médiation, de comprendre comment on fait résoudre tout ça. Ils ont dû quand même vérifier est-ce que le type est un agresseur. Là? Ils ont dû quand même faire certaines vérifications de ce point de vue-là. C'est pas une question à laquelle on répond parce qu'il y a des mécanismes universitaires là, qui existent là, auprès des CALAC et autres qui, eux, vont faire des vérifications comme ça s'il y a une véritable plainte qui leur est donnée. Mais en fait, s'il y a une plainte, s'il y a quelqu'un qui est allé déposer une véritable plainte à un bureau sur les inconduites sexuelles dans l'université, je l'ai déjà vu agir dans le cadre universitaire, ce bureau-là, il est efficace, puis il va aller poser des questions, puis il va enquêter. C'est son travail. Dans le cas du bureau du harcèlement psychologique, l'harcèlement psychologique, c'est les 3 femmes qui le faisaient à l'égard de l'homme. Et c'est donc pour ça qu'eux sont intervenus. Puis là, on parle là, de rencontres qui étaient ponctuées de cris de colère, de personnes ayant vécu des traumatismes, qui témoignaient sur place, qui ne voulaient rien savoir. Et là, la doyenne s'est mise à envoyer des courriels d'avertissement formels aux étudiantes en disant « Vous devez arrêter là, de l'attaquer, vous devez arrêter de créer même, à un certain point, il y avait des groupes de clavardage anti ce gars-là pour tout faire pour tenter de l'exclure. Ah non, c'est vraiment cinglé. Et là, finalement, là, ils se sont jamais arrêtés dans ce contexte-là et on a décidé de les suspendre et de leur interdire l'accès à l'UQAM en septembre 2023 pour la session au grand complet, ce que les étudiantes ont contesté devant les tribunaux en disant que c'était une gestion déficiente et une sanction disproportionnée. Moi, j'ai envie de dire bravo l'UQAM, bravo ce bureau-là, parce que là-dessus, on a tout essayé, on a tout fait. Mais quelle histoire, puis quel exemple parfait de certains phénomènes qui viennent discréditer. Des exagérations, puis des dangers qui viennent avec ça. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, sur le plan judiciaire, Marc-André Grenon, cet homme qui a déjà été reconnu coupable du meurtre de Guylaine Potvin, 24 ans après le meurtre, grâce aux avancées. Il y a 2 gros développements judiciaires dans son cas aujourd'hui. Oui, 2 gros développements judiciaires. Parce que lui a déjà écopé de la prison à vie, mais c'est... Mais là, il parlait d'aller en appel. Alors, tout premièrement, se désiste, c'est terminé. L'appel. Mais deuxièmement... Mais ce qui est encore plus gros, hein? Ouais, c'est qu'il y avait une autre accusation, tentative de meurtre, d'agression sexuelle grave également, qui était portée contre lui parce que, dans la même année, en 2000 toujours, Karine Saint-Denis, jeune étudiante de l'Université Laval, quelques mois après le meurtre, là, donc, de Guylaine Potvin, a vécu à peu près la même chose. En fait, elle a vécu, mais ce que je comprends, c'est qu'il l'a laissée comme pour morte. Elle a survécu, là. Oui. C'est vraiment ça, là. C'est le même affaire. Elle était juste pas morte. Elle a survécu à l'événement. Les documents de médecine légale, là, de l'analyse donc, qui a été faite de ses blessures, de son corps après ça, ils disent, selon toute vraisemblance, elle devait être morte. Là.
Il a utilisé tellement de force sur elle qu'elle aurait dû être morte et pourtant, elle a survécu. Je n'ai jamais été capable de dénoncer son agresseur. Elle n'avait aucune idée, lui, qu'il l'a étranglé dans son sommeil pour l'agresser. Elle n'avait aucune idée c'était qui, mais on savait que l'ADN qui avait été retrouvé là, depuis au-dessus de 20 ans, qui était retrouvé et chez Guylaine Potvin et chez Karine Saint-Denis, c'était le même ADN. Et donc, on a une preuve assez béton, mais finalement... C'était le même gars. Ben voilà, on n'évitera pas le procès. Il a reconnu l'agression là, et la tentative de meurtre. Il n'y a plus vraiment de prix pour le reconnaître parce qu'au Québec, on n'a pas des peines qui s'additionnent. Ouais. Fait que, mettons, pour celle-là, ils vont lui donner une peine de 4-5 ans, mais comme il en purge déjà une plus longue, ils vont se faire de façon concomitante. Fait que ça y additionne rien, ça y ajoute... Ça peut... des particularités de notre système. Donc, pour lui, dans ce cas-ci, reconnaître l'autre crime, ça n'a aucun prix pour lui. Tout savoir en 24 minutes. Surprise, Mario! Quelle surprise dans le dossier du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine aujourd'hui. Bon, j'ai un ton sarcastique, vous l'aurez peut-être compris. Des retards dans le chantier de rénovation du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. On parle d'1 an de plus, là, finalement, qui va s'additionner. Mais même si on n'est pas surpris, on avait quand même une petite voix d'espoir dans notre tête qui se dit... Puis moi, je me mets même un peu plus dans la peau des gens là, qui vivent, là, qui ont à traverser là régulièrement, là, qui vivent, puis que leur travail est de l'autre côté du fleuve. Ils devaient quand même avoir l'espoir de dire « Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de report. » T'espères toujours là, qu'il n'y aura pas de retard, mais là, c'est pas petit, c'est 1 an. Oui, 1 an complet. Là, donc, la fermeture liée aux travaux, ça va se poursuivre jusqu'en 2026. La finalisation de tout ça, ça va être en 2027 seulement que ça va aller. Puis là, le changement de tube, là, parce qu'il y a des gens aussi qui ont hâte qu'on change de direction. Parce qu'en ce moment, là, la voie qui est rétrécie là, à une voie, c'est du côté pour sortir de Montréal. Là. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens qui veulent se rendre vers la Rive-Sud, c'est congestionné. Pour vrai, je sais pas si tu l'empruntes souvent, Mario. Là, moi, je me rends visiter ma famille à Boucherville, là, d'où je suis originaire. Un peu, là, quasiment une fois par semaine. Avant, ça me prenait 15 minutes à peu près de chez nous me rendre. Là, presque 1 heure. C'est long. C'est la merde, de sortir de Montréal à une seule voie au pont-tunnel. Ouais, puis à toute heure du jour. Là. Des fois, il y a 11 heures le soir, puis ça va être lent. Là. Ça va être complètement bouché puisqu'il y a une voie. Bref, le changement de voie comme ça, là, pour que ça aille dans l'autre sens, c'est pas avant 1 an de plus, donc en 2025. Donc, c'est vraiment... c'est encore une fois là, une espèce de constat qui se répète pour à peu près toutes nos infrastructures. On a dit pour l'instant qu'on n'a pas, là, au niveau de dépassement de coûts, il n'y a pas d'annonce à faire aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de faire l'évaluation. C'est quoi la probabilité qu'1 an de plus, ça coûte rien? Mais j'ai pas conclu. Je me suis juste posé la question. J'ai pas encore conclu. Oh, j'ai hâte qu'on conclue, Mario. 1 an de plus de travaux, de monde qui travaille, ça peut-tu que ça coûte rien? Je sais pas. Je me demande ce que tu vas conclure. En fin de semaine, on va y penser. Économie. Avec le nouveau projet de loi sur notre énergie au Québec, avec toutes les modifications, l'éolienne qui veut être augmentée chez Hydro-Québec, ben pas le choix de venir rebrasser les cartes un tout petit peu. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui, que le PDG, le Michael Sabia, est en train là, de faire toutes sortes de nouvelles annonces pour être capable d'accélérer le développement des projets au sein d'Hydro-Québec et s'en va donc nominer 5 nouveaux vice-présidents, vice-présidentes là, au sein de l'entreprise. Puis il est allé chercher quand même des gros noms, Mario, là, de plusieurs gros milieux. On pense entre autres à Michel Charron, qui est un ancien responsable de projet majeur chez Rio Tinto, là, qui va devenir vice-président projet de construction. Dominique Roy, qui devient vice-président stratégie d'innovation opérationnelle. On parle aussi là, de gens dans le milieu là, du marketing, expérience client. On pense aussi à quelqu'un qui était le Joël Thibert, lui, un ancien analyste du secteur de l'énergie chez McKinsey, hein, une firme qui est revenue souvent dans l'actualité pour venir là, faire du développement de planification stratégique. Donc, toutes sortes de gros noms qui viennent se joindre à l'équipe d'Hydro-Québec. Mais il y avait eu des départs. J'ai l'impression, comme on dit, que Michael Sabia est en train de faire son équipe. Et on va dire, avec les sommes qu'on va donner à Hydro-Québec dans les prochaines années pour construire, puis c'est mieux d'avoir une équipe forte, là. Oui. C'est mieux d'avoir une équipe très forte, là. Le Monde. C'est reparti pour d'autres
je vais pas dire simulacre de justice parce qu'on n'a pas de preuves, mais disons procès douteux en Russie. Hein. On sait que les Russes ont une tendance assez fâcheuse, merci, depuis plusieurs années, et entre autres, là, particulièrement depuis le début du conflit en Ukraine, à ordonner là, toutes sortes de détentions et de procès envers plein de ressortissants étrangers de pays qui viennent critiquer son invasion de l'Ukraine puis qui s'y opposent. Puis cette fois-ci, c'est un Français, Laurent Vinatier, qui est accusé d'avoir violé la loi sur les agents de l'étranger. Et là, ben, c'est un dossier qui va sûrement devenir de plus en plus lourd au fil du temps, parce que lui, ce serait pas enregistré comme agent de l'étranger. On n'a pas dit qu'il était un agent de la France, ce qui semble même pas être. Là, lui, pour un ONG suisse, le Centre pour le dialogue humanitaire, travaille sur le conflit en Ukraine depuis même avant l'invasion complète par la Russie du territoire. Et là, ben, on dit, il s'est pas enregistré comme agent de l'étranger. Mais là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vouloir ajouter à tout ça? On dit qu'il aurait volé des informations dans le domaine des activités militaires de la Russie. Ce qui laisse bien évidemment présager qu'on pourrait donner une sentence absolument horrible et de prison. Ouais, de prison. Du côté de la France, on dit mais non seulement c'est pas un de nos agents, ils travaillent même pas pour le gouvernement, mais ils vont aider là, de tout ce qu'ils peuvent là, en service consulaire cet homme-là à s'en sortir. Bref, malheureusement, j'ai bien l'impression qu'on est en train encore une fois là, de faire une prise d'otage politique, Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.